Bonjour à tous. Nous avons dans un premier temps vu les définitions nécessaires à la compréhension de l'iatrogénie médicamenteuse. Dans un second temps, je vous propose de décrire le phénomène, analyser sa genèse et puis comprendre les différentes typologies possibles pour définir ou classifier les erreurs médicamenteuses. Dans la littérature, effets indésirables et événements indésirables médicamenteux sont souvent confondus, et c'est une difficulté. La connaissance de la survenue d'une erreur médicamenteuse sous-jacente permet de différencier les deux. Toutefois, l'analyse de la littérature internationale permet de prendre toute la mesure de l'ampleur de l'iatrogénie médicamenteuse dans les pays développés. Les États-Unis sont les premiers intéressés à cette problématique. De nombreuses données nord-américaines sont ainsi disponibles. Le taux d'hospitalisation aux États-Unis lié à un EIM a été estimé entre 1,8 et 7%, dont 53% à 58% imputables à une erreur médicamenteuse. Une méta-analyse a estimé qu'aux États-Unis, en 1994, 2 216 000 patients hospitalisés auraient présenté un événement indésirable médicamenteux grave et 106 000 patients hospitalisés seraient décédés des suites d'un EIM, ce qui représenterait la quatrième cause de décès après les maladies cardiovasculaires, le cancer et les accidents vasculaires cérébraux. Plusieurs études menées aux États-Unis ont évalué les conséquences économiques de ces événements indésirables médicamenteux subis par les patients hospitalisés et leur impact sur l'économie hospitalière. L'estimation du surcoût moyen des coûts hospitaliers aux États-Unis résultant des EIM rapportés varie entre 1 939 $ et 2 595 $ par cas. L'étude réalisée par Bates et ses collègues sur plus de 4000 hospitalisations aiguës met en évidence que 6% ont présenté un EIM, parmi lesquels 1,5 correspondait à un EIM évitable, soit une erreur médicamenteuse, induisant respectivement une augmentation de 2,2 jours à 4,6 jours d'hospitalisation en moyenne pour ces patients, soit un surcoût de 2 595 $ pour un EIM et 4 685 $ pour un EIM évitable. L'extrapolation à un hôpital universitaire de 700 lits montrait un coût annuel de 5,6 millions de $ pour les EIM et de 2,8 millions de $ pour les EIM évitables. Pour l'ensemble des patients hospitalisés aux États-Unis, les surcoûts hospitaliers liés aux EIM ont été estimés à 1,5 à 4 milliards de $ par an. Qu'en est-il en France ? Peu de données étaient disponibles avant la publication des résultats de l'enquête nationale sur les événements indésirables graves EIG liés aux soins, autrement appelée enquête ENEIS, menée entre avril et juin 2004. Cette enquête, portant sur 292 unités de soins de 60 établissements de santé, était constituée d'un échantillon de 8 754 patients, suivis pendant une période maximale de 7 jours, soit au total 35 234 journées d'hospitalisation observées, ce qui fait une belle base de données. Le travail met en évidence l'importance de l'iatrogénie en France et plus particulièrement de l'iatrogénie médicamenteuse. Les deux questions posées dans cette étude sont les suivantes. Qu'en est-il des événements indésirables graves responsables de l'hospitalisation? Et qu'en est-il des événements indésirables graves survenus au cours de l'hospitalisation? Dans un premier temps, l'analyse montrait que les EIG ayant motivé l'hospitalisation étaient responsables de 3 à 5% de l'ensemble des séjours hospitaliers. Près de la moitié des EIG ayant motivé une hospitalisation
48%, dont 37% liés aux médicaments, étaient associés à des produits de santé, à savoir des médicaments, du sang, des dispositifs médicaux, soit environ 1,9% des séjours hospitaliers, soit encore 1,5% pour le médicament. Donc, rapportez-vous à votre tableau à la première colonne en partant de la gauche, qui explique les causes d'hospitalisation. L'extrapolation de ces données au nombre d'admissions totales permet d'estimer le nombre d'hospitalisations liées à un EIM grave entre 60 000 à 100 000 par an en France. Dans un second temps, l'analyse portait sur les EIG identifiés au cours de l'hospitalisation. C'est la deuxième colonne en partant de la gauche, dont la densité d'incidence était évaluée à 6,6 pour 1000 journées d'hospitalisation. Parmi ces événements indésirables graves, survenus au cours de l'hospitalisation, plus du quart étaient associés à des produits de santé, 28%, et majoritairement aux médicaments, 20%, 22%. L'extrapolation de ces données au nombre de journées d'hospitalisation montre que 50 000 à 100 000 séjours hospitaliers sont concernés par un EIM grave sur une année en France. Chaque événement indésirable grave dans cette étude a été analysé en détail afin d'en évaluer l'évitabilité. L'analyse globale montrait ainsi que près de la moitié des événements indésirables graves liés aux médicaments étaient évitables. Quelques chiffres clés pour synthétiser cette étude. On peut retenir que le tiers des événements indésirables graves sont observés en chirurgie. Donc ne pas oublier les spécialités chirurgicales dans la lutte contre le risque médicamenteux. Le tiers des événements indésirables graves liés aux médicaments implique un anticoagulant. Plus des 2/3 des événements indésirables graves concernent les personnes de plus de 65 ans. Enfin, pour les événements indésirables graves survenus pendant l'hospitalisation, l'omission de traitement représente la moitié des EIG liés à la pratique. Nous avons parlé de cette notion d'omission qui est souvent occultée par les praticiens dans le premier cours. On retient en définitive l'échelle du tiers du total des événements indésirables graves qui sont liés à un produit de santé et que dans la moitié des cas, ces événements indésirables graves liés aux produits de santé sont évitables. Au-delà des conséquences cliniques et sociales, il faut également prendre en compte le coût de l'iatrogénie médicamenteuse. Bien qu'elle n'ait pas encore été formellement étudiée en France, on dispose de quelques chiffres. Ainsi, le coût moyen de chaque événement indésirable survenu en France a été estimé à 4 120 € par Bordet et son équipe et à 5 305 € donc par épisode, par l'équipe de Apretna, ce qui est assez proche des données nord-américaines sur les événements indésirables médicamenteux. Le coût hospitalier direct des seuls événements indésirables médicamenteux admis dans les services d'accueil et d'urgence pour l'ensemble des établissements publics français a été estimé à 636 millions d'euros, soit environ 1,8% du budget de l'hospitalisation publique en France en 2002. L'origine des événements indésirables médicamenteux est le plus souvent multifactorielle et concerne différents intervenants. Il est donc important maintenant de comprendre ces causes afin de permettre la mise en place de mesures correctives au niveau de chaque étape du circuit du médicament. L'erreur médicamenteuse va se produire généralement à l'un des 4 niveaux principaux de ce circuit du médicament, à savoir prescription, transcription, délivrance, administration. Nous allons regarder en détail ces notions maintenant.
À partir de cette diapositive, toujours issue du dictionnaire français de l'erreur médicamenteuse, nous allons parler non plus d'événements indésirables médicamenteux, mais d'erreurs médicamenteuses jusqu'à la fin de cette section. Nous nous intéressons effectivement au latent, à ce qui pourrait arriver dans la prise des médicaments, et pas seulement aux erreurs avérées qui induisent un dommage pour le patient, c'est la définition de l'événement indésirable médicamenteux. Le circuit du médicament, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, nous présentons avec cette diapositive les différentes étapes qui pourraient le caractériser. Grâce au présent tableau, nous proposons de définir ce qu'est le circuit du médicament. En abscisse, vous avez les différentes étapes du processus, que je nomme prescription, dispensation, administration, suivi et réévaluation du patient, et enfin, suivi éducatif ou thérapeutique du patient. En ordonnée, vous avez la description des activités, puis des acteurs intéressés. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toute cette figure, je vous laisse la découvrir. Il est bon de noter deux choses. La première, la complexité du processus. Vous avez 5 étapes, et pour chacune de ces étapes, vous avez un ensemble de tâches qui s'enchaînent. Par exemple, si je prends l'étape de prescription, l'anamnèse et l'examen clinique du patient, la prescription d'examens complémentaires, la décision avec définition des objectifs thérapeutiques, la rédaction de l'ordonnance. Donc retenons d'une part cette grande complexité du processus. Deuxième chose à noter, c'est la multiplicité des acteurs autour de ce processus. Le prescripteur, le pharmacien, le préparateur en pharmacie, le soignant, le patient et son entourage. Une fois définie la complexité du circuit du médicament, la diapositive présente nous détaille les modes de défaillance potentiels du circuit du médicament. C'est un diagramme d'Ishikawa. Il nous propose l'ensemble des dysfonctionnements potentiels selon chacune des étapes décrites au préalable. Je vous laisse le découvrir. À chaque maillon, une défaillance peut générer une iatrogénie. Exemple, aux deux extrêmes de ce diagramme d'Ishikawa, la prescription. Un choix de médicaments non adapté pour un patient, effectivement, va pouvoir générer un préjudice pour ce patient. Et à l'autre extrême, un patient non suffisamment informé concernant la prise de ces médicaments, eh bien, va prendre ces médicaments de manière non adaptée et potentiellement subir un préjudice. Au préalable de l'analyse de ces défaillances, nous avons une lecture tout à fait importante à connaître, la lecture des écrits de Reason, qui a théorisé sur le risque. Reason nous propose ce qu'on qualifie de modèle du fromage suisse que vous avez sur cette diapositive. Tout au long du processus de mise à disposition du médicament ou circuit du médicament, qui pourrait être représenté par la flèche rouge sur ce schéma, chaque tranche de fromage représente une barrière de sécurité. Par exemple, pour une prescription non adaptée, on pourrait avoir une barrière de sécurité sur le logiciel de prescription visant à mettre à disposition en ligne des guidelines ou des reminders pour le prescripteur. Mais dans chaque tranche, il y a des trous. Dans le fromage suisse, il y a des trous. Et chaque trou correspond à une des erreurs ou une défaillance potentielle du système. Le système informatique était en rade, donc le blocage par le reminder électronique ne s'est pas fait et l'erreur de prescription est passée. La tranche suivante doit normalement pouvoir récupérer cette erreur. On pourrait imaginer que la tranche suivante, c'est un pharmacien clinicien qui va analyser lors de la dispensation l'ordre proposé par le médecin.
Et on peut imaginer potentiellement que ce jour-là, le pharmacien n'est pas présent. L'erreur passe à nouveau dans un trou du fromage. Donc quand toutes ces sécurités sur le circuit du médicament sont déverrouillées, c'est-à-dire que quand tous les trous s'alignent, l'accident va pouvoir arriver. Le système de reminder électronique était déverrouillé, le pharmacien était absent et l'infirmière n'a pas récupéré l'erreur, donc le patient va bénéficier d'un médicament qui n'est pas le bon. Sur ce point, l'apport d'Horizon est tout à fait majeur dans l'analyse des causes de l'iatrogénie médicamenteuse. Une bonne partie des défaillances sont d'ordre structurel ou latentes sur le schéma qui vous est proposé ci-dessus, sur le côté gauche de votre diapositive. Ce qu'on appelle défaillance liée à la structure, c'est l'organisation du système de travail, c'est la culture d'entreprise, c'est les pratiques des acteurs. Un système qui peut être en fonctionnement dégradé, qui vont faire générer à terme des défaillances patentes, des défaillances qui se voient, des signes précis de défaillance sur le terrain, de type déviance, je ne fais pas ce qui était prévu de faire, ce qui était écrit dans la procédure, de manière volontaire. Exemple, le reminder électronique ralentit mon processus de prescription, donc je vais le déverrouiller pour aller plus vite. Ou deuxième type de défaillance patente, autour des pratiques, des erreurs qui sont de nature non volontaire. L'infirmière a laissé passer l'erreur du médecin, ce n'était pas forcément son travail de vérifier la prescription, c'est totalement involontaire et le préjudice patient va avoir lieu. Au final, les systèmes de défense mis en place vont à un certain moment être dépassés et c'est le crash ou l'accident. La répartition des erreurs médicamenteuses selon l'étape du circuit du médicament est décrite dans la littérature. Elle est la suivante, pour résumer. À l'étape de prescription, on a à peu près 37% d'erreurs médicamenteuses, voire un petit peu plus, 56% pour une autre publication que je vous ai proposée, celle de Bates. À l'étape de la transcription de l'ordonnance, 18 à 6% d'erreurs médicamenteuses. À l'étape de la délivrance, entre 4 et 22%, il y a une grosse fourchette d'erreurs médicamenteuses. Et enfin, à l'étape de l'administration, entre 23 et 34% d'erreurs. Ces chiffres montrent que tous les acteurs du circuit du médicament sont concernés par l'erreur médicamenteuse. Et ils mettent en évidence l'importance pour ces acteurs, les médecins, les pharmaciens, les infirmières, le patient et son entourage, d'agir en étroite collaboration afin de détecter et de corriger les erreurs à ces différentes étapes. Nous allons dans une dernière partie de ce chapitre évoquer la typologie des erreurs médicamenteuses telle qu'elle est utilisée dans la littérature internationale. Alors cette typologie est essentiellement issue d'une taxonomie américaine construite par le NCC MERP. Donc ça veut dire Taxonomy of the US National Coordination Council for Medication Errors, Reporting and Prevention. Ne retenez pas ça, retenez NCC MERP. Une autre instance qui a beaucoup travaillé sur la définition, c'est le réseau épidémiologique des erreurs médicamenteuses, le REM, qui a été créé en 1998 par l'Association pour l'assurance qualité en thérapeutique et l'évaluation, je vous l'ai cité dans le premier cours, l'AAQTE. Des programmes de même nature existent dans plusieurs pays où la problématique de l'erreur médicamenteuse est déjà gérée, parfois depuis longtemps. Et le réseau REM a coopéré avec ces programmes et organismes spécialisés sur le sujet. Il participe, ce réseau, à des échanges internationaux de manière suivie, contribuant à la création de l'International Network for Safe Medication Practices Centers. Et donc ce programme
est disponible et soutenu par l'association Mieux Prescrire. Donc vous pouvez avoir des détails sur le site de Prescrire, http prescrire.org. Concernant le tableau qui vous est proposé, il décrit les clés d'entrée possibles pour classifier les erreurs médicamenteuses. Selon, en partant d'en haut et à gauche, le degré de réalisation, le type, la gravité des conséquences cliniques, l'étape du circuit concerné, les causes d'erreurs médicamenteuses. Nous n'allons pas tout détailler, mais nous concentrer sur les types d'erreurs, les causes et la gravité. Concernant les types d'erreurs, on retrouve les étapes citées sur notre diagramme d'Ishikawa. Alors, quelques éléments à noter sur toute cette diapositive bien fournie. Attention à l'omission, j'en ai parlé lors du premier cours, un défaut de traitement est considéré comme une erreur médicamenteuse. Pour rappel, vous avez cité un patient sous morphinique qui n'a pas de coprescription de laxatif. Deuxième point, concernant les erreurs de dose, attention à la prise supplémentaire non prévue, qui est assez classique en pratique courante, en général non tracée, et qui va engendrer un surdosage. Une infirmière qui va rajouter un antalgique pendant la nuit à un patient qui est douloureux, par exemple, ou un patient qui de lui-même va prendre une nouvelle prise médicamenteuse dans un intervalle qui ne convient pas. Troisième point, concernant la forme galénique appropriée, pour rappel, la galénique, c'est la mise en forme du médicament, le dialogue prescripteur-pharmacien s'avère central pour gérer, par exemple, une observance maximale du patient. De trop grosses gélules que le patient ne peut pas avaler, ça ne fait pas une bonne galénique et le patient ne prendra pas ces gélules. Quatrième point, concernant la technique d'administration, le dialogue infirmière-pharmacien semble là aussi très important. On a discuté du type de solvant pour reconstituer, par exemple, des produits à injecter en parentérale, à discuter aussi des modalités de reconstitution, des vitesses de perfusion. Cinquième point, le soin ne se termine pas à l'administration du produit. Le suivi thérapeutique est très important pour s'assurer de la sécurité et de l'efficacité thérapeutique médicamenteuse. Sixième et dernier point, il s'agit des médicaments périmés ou détériorés en bas de votre diapositive. Ça concerne au premier chef le pharmacien. Périmés, détériorés ou produits non identifiables, il faut aller à la chasse à ces produits-là qui mettent en danger le patient. Un produit non identifiable, par exemple, c'est un produit sur lequel on ne trouve pas de nom, on ne trouve pas de dosage, on ne trouve pas de date de péremption. Eh bien, on le prend et on le jette à la poubelle. Concernant les causes, à l'instar de la réflexion posée par Reason, force est de constater que bon nombre d'incidents ou d'accidents sont pour partie induits par des dysfonctionnements de structure. L'opérateur final qui injecte le mauvais produit n'est qu'un des maillons dans le système qui a conduit à cette défaillance. Le tableau suivant liste les causes, elle cible les hommes et elle cible les produits. Là aussi, je ne vais pas détailler toute la diapositive, vous regardez à tête reposée. Premièrement, le facteur humain, il est central. Le facteur humain touche à des problèmes de communication, à des problèmes de connaissance, à des problèmes de pratiques qui ne sont pas adaptées, à des problèmes de surcharge de travail, de stress au travail, voire de comportements conflictuels dans les équipes. La solution à toutes ces causes, nous y reviendrons sans doute dans le troisième chapitre, c'est la formation, c'est l'organisation du travail et c'est surtout la diffusion de l'information dans l'équipe de soins. Les autres facteurs ciblent plus le médicament lui-même. Dénomination, étiquetage, information insuffisante, mauvais conditionnement. Les solutions à trouver face à ce type de défaillance sont d'une part le travail en amont avec l'industrie,
C'est le travail du pharmacien pour trouver des bons boîtages, des galéniques sécurisés, des blisters sécurisés, des blisters qui se découpent par exemple, pour référencer des produits adaptés aux besoins du système de soins, en lien avec l'équipe de soins. Troisième type de cause à noter sur cette diapositive, c'est celle liée à l'environnement de travail. Un environnement de travail avec beaucoup de bruit, beaucoup d'interruptions et de distractions, avec un manque d'effectifs, avec des défauts de communication, avec une pression par l'urgence du processus de soins. Tous ces éléments sont potentiels facteurs qui peuvent induire des erreurs médicamenteuses. Passons à la notion de gravité maintenant. Comment coter la gravité potentielle ou avérée d'une erreur médicamenteuse? Alors cette gravité, elle est importante à considérer tant sur le plan clinique, quel impact pour le patient de cette erreur médicamenteuse, que sur le plan économique et organisationnel. Sur cette diapositive, on vous propose cette classification internationale, pour rappel, avec une catégorie A qui correspond à des erreurs latentes. Donc c'est des circonstances ou des événements qui pourraient provoquer une erreur, mais pour l'instant tout se passe bien. La catégorie B, c'est une erreur qui s'est produite, mais on a eu un peu de chance, le médicament n'est pas parvenu jusqu'au patient. Donc on n'a pas généré de préjudice pour le patient. Et à partir de la catégorie B, vous regarderez en détail, de C jusqu'à I, on va avoir une gradation dans l'impact d'une erreur qui s'est produite. On commence par une erreur qui s'est produite sans dommage pour le patient, et plus on descend dans la catégorie, plus ça devient important, avec un préjudice clinique, puis un préjudice économique, voire un impact morbide, voire mortel, pour par exemple la catégorie I, une erreur s'est produite et a provoqué le décès du patient. Cette typologie est très très importante et très utilisée en pratique courante parce que c'est cette typologie qui nous permet d'expertiser les erreurs quand elles sont arrivées. Et donc, beaucoup d'équipes dans le monde se réfèrent à ce type de référentiel. Pour finir sur cette deuxième section, compte tenu de la complexité du processus que je vous ai décrit, avec des soignants, des patients à gérer, des équipes, des organisations d'équipes, des tâches complexes, des conditions de travail qui sont parfois sous-optimales, des organisations qui pourraient elles aussi être améliorées, la complexité du processus nécessite de mettre en place des stratégies globales pour lutter ensemble, tous les professionnels de santé, contre l'iatrogénie médicamenteuse. C'est ce que nous allons voir dans le troisième chapitre de ce cours. Je vous remercie.